François, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entre les mains une plante tout à fait particulière. Oui, donc c'est l'Astère Dumosus Josini. Donc une création maison Oui. que l'on va baptiser normalement l'année prochaine, l'automne prochain, à la foire aux plantes de Josini. D'accord. Alors, expliquez-nous votre démarche justement pour arriver à cela. Donc je suis producteur de plantes vivaces et parmi toutes les plantes vivaces que je produis notamment des astères, dont j'ai la collection nationale qui est agréée par le CCVS, qui est le conservatoire des collections végétales spécialisées. On a la plus grosse collection nationale d'astères et je dirais même la plus grosse mondiale, parce que globalement la personne qui a la plus grosse, j'en ai beaucoup plus qu'elle. Voilà. Combien vous en avez? Actuellement, on a plus de 500 variétés et on augmente constamment. Dès qu'il y a des nouveautés, on les ajoute, etc. D'accord, donc en fait il y a toutes les couleurs d'astères qui existent. Il y a toutes les couleurs dans les astères, il y a même du jaune qui n'est pas courant, mais on a 2 variétés de jaune. Avec toutes les variétés que j'ai, je couvre les 12 mois de l'année en floraison. Ah. Donc, parce qu'on connaît toujours les astères d'automne, mais il y a des astères qui fleurissent au printemps, en été, en automne, et il y a même un astère qui fleurit en plein cœur de l'hiver et qui est grimpant. D'accord, donc les jardins peuvent être fleuris en fait 12 mois sur 12 avec vous. C'est ça, tout à fait. Alors, l'Astère Josini, pour revenir à lui. Alors l'Astère Josini, c'est tout simplement dans la collection d'astères, j'ai créé un jardin où tous les astères sont mélangés ensemble, mixés avec des graminées, parce que ça se marie bien avec les graminées. Et du coup, je laisse faire la nature et ils s'hybrident naturellement. Donc tous les ans, j'ai des nouvelles variétés qui apparaissent et je fais le tri dans les nouvelles variétés qui apparaissent. Si elles apportent quelque chose par rapport à ce qui existe déjà, je sélectionne, je les observe et si elles ont un intérêt, je les rajoute et je les baptise. Alors qu'est-ce qui distingue alors cet astère par rapport aux autres? Alors celui-ci c'est un Dumosus et comme vous voyez là il y a plein de Dumosus. Oui. Et dans les Dumosus on n'avait pas un rose tendre comme celui-ci qui en plus est très vigoureux. D'accord. Les roses qui existaient tendres, il n'y en avait pas beaucoup et le peu qui existait était vraiment pas vigoureux. Celui-ci est vigoureux, en plus il a la particularité de ne pas drageonner. C'est-à-dire certains astères ont tendance à s'étaler de plus en plus au fil du temps et c'est vrai que ça déplaît à certaines personnes. Celui-ci il a toutes les qualités, il reste compact en dôme naturellement, il est pas malade, bien robuste et il ne drageonne pas. D'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis l'année prochaine, donc, il sera né officiellement alors. Voilà, c'est ça. Alors, combien de stands y a-t-il? Alors, nous avons à peu près 88 exposants, des professionnels donc du paysage, des horticulteurs, des pépiniéristes, des paysagistes, mais également des artisans créateurs d'ornements de jardin et des producteurs du terroir, bien sûr. Oui, donc on recherche, c'est vrai, l'esprit développement durable, écologiste, circuit court, c'est ça? Absolument. Là, nous sommes vraiment en circuit court, en vente directe, puisque les producteurs qui sont présents produisent eux-mêmes leur production et les vendent directement aux visiteurs. Alors là, je vois passer derrière vous des brouettes, donc les gens en plus sont accompagnés, c'est ça, dans leurs achats? Alors, les gens peuvent prendre donc des brouettes et effectivement ramener leurs achats jusque dans leur voiture. Ce que je voulais dire, c'est que cette année, nous avons un thème qui est les plantes comestibles et vous avez la possibilité, durant tout le week-end, de participer à des ateliers ou des animations autour justement des plantes comestibles. Donc c'est la grande nouveauté. C'est la nouveauté de la saison. Ça fait déjà quelques années que l'Office de tourisme, 6 ans, que l'Office de tourisme soutient ce projet dirigé de main de maître par Anne Winkel dans cet espace qui est magnifique, qui pourrait d'ailleurs le devenir encore davantage si le château de Josini, qui est magnifique, il faut aller le voir, pouvait être rénové, ouvert au public. Mais en attendant, on profite du jardin, on profite de ces espaces en plein cœur de Josini. Et c'est un peu la politique soutenue par les maires de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, de maintenir l'espace vert tant qu'on peut, partout où on peut. On le protège dès que c'est possible. Et quand on anime une journée comme celle-là, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas soutenir, au contraire, parce que ça attire énormément de monde. On sent bien que les gens reviennent à la nature de plus en plus, au plaisir simple de la terre. Voilà, donc on est là, on les soutient. D'accord. Donc c'est vraiment une appétence effectivement du public qui motive aussi votre volonté politique de soutenir ce genre de manifestation. C'est une particularité politique de Marne-et-Gondoire.
On est un peu entre la campagne et la ville. On est un territoire, on dit aujourd'hui périurbain. On souhaite conserver cette identité. Elle est propre à nous, entre la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne et puis toutes les activités touristiques du Val d'Europe. On est un territoire un peu particulier où évidemment l'habitat se développe, mais on conserve aussi les espaces verts et on s'intéresse encore de très très près à la nature. Et alors vous-même, est-ce que vous pensez déjà faire quelques achats? Moi je crois pas, non, parce que j'ai pas suffisamment la main verte. Ah. Ouais. Je crois que je deviens un pur produit d'appartement. Non, je rigole. J'ai un grand jardin, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Bon, peut-être quelques conseils alors. Je viens de dire à ma directrice de l'office de tourisme que j'aimerais avoir tout ça dans mon jardin, mais il faudrait que j'ai quelques jardiniers et ça c'est pas possible. Merci à vous d'être venus, ça c'est clair. Même si on avait peur qu'il y ait un peu trop de pluie, c'est pour ça que la pluie en fait va dans ce sens-là. C'est bien. Et donc c'est vrai que oui, de toute façon c'est ça un maire rural aussi, donc il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que des manifestations comme ça, Mathias en parlera sans doute, mais c'est lui qui a impulsé en fait pas mal de choses sur le territoire du château d'Ossigny. Bien évidemment, on profite aussi du fait qu'il y ait Anne, parce que elle lâche pas le morceau, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, des fois, on essaie de lui répondre le plus rapidement possible, mais c'est jamais assez rapide. Mais bon, voilà, on essaie de dépanner parce qu'avec nous, avec les petits moyens, donc le tracteur, Gilles Contonnier sert pour porter les ballots de paille, donc tout va bien. Et puis plein d'autres choses. En tous les cas, moi je suis assez fier. Déjà fier, plus on va avoir une plante, une astère le long de Jossigny, donc il va faire le tour du monde. Le long de Jossigny n'a pas fait le tour du monde encore, mais ça ne serait tardé. Ça va venir, hein. Et en tous les cas, merci à vous et vive la CTI ici. Merci à vous. Et à chaque fois, vous allez avoir des groupes qui sont contrastés, de la plus douce jusqu'aux saveurs les plus fortes qui seront à la toute fin. Donc ça, c'est de la fleur de pensée, que vous connaissez sûrement. Hop, je laisse tendre la main, comme ça, On n'a pas envie de la manger. Elle est belle, hein. On va pas la manger. Et là, on fait quoi avec ça? On le mange? On mange. Ah non! Et si, vous avez jamais mangé assez, moi j'ai déjà mangé. Celle-là, vous allez voir, elle est assez douce. Vous allez avoir un petit côté quand même à la fin. Et son nom? C'est une pensée, ça. C'est une pensée. Je regarde si je... Alors moi j'attends les avis. C'est la première fois que je mange une fleur. Hein. Ah si, vous avez déjà mangé. Alors les avis les plus drôles, ça va être sur les dernières. D'accord. C'est plus costaud. On commence tranquillement. Il va coûter cher de les avis. Alors, Vous pensez? Allez, ça me donnera de bonnes voilà. Qui va vraiment. Je laisse tendre la main. Pardon? Je laisse tendre la main, comme ça je peux ne pas toucher. Celle-là, elle est... Celle-là, ben oui, c'est vrai. Alors l'hiver, comment vous faites? Il n'y a pas dépensé toute l'année? Alors, dans le sud de la France, il y a un peu de tout l'année. Alors les valeurs nutritives, parce qu'il y a quand même le côté valeurs nutritives. Alors, en fait, c'est tellement léger les fleurs qu'au niveau nutritif, ça va être Bon alors, au niveau du goût, alors mesdames. C'est léger. C'est assez léger. elle est très légère. D'accord. C'est doux. C'est pas gentil. Mais ça, on le mange pas normalement. Aussi. C'est là où il y a le plus de saveur. C'est parce que justement, si on mange en... Attends, regarde-moi que je te regarde la dernière photo avant. Elle est très acide. Alors ça, c'est des... Des pucines. C'est intéressant. Je te l'envoie. On va encore te dire que je souris tout le temps. Alors, quel avis par rapport à ces fleurs? Alors celle-là, je trouve que c'est pas forcément celle qui a le plus de goût. Alors Celle-là, oui, c'est quoi ça? c'est du bégonia. Bégonia. D'accord. En fait, c'est pas pour manger comme ça, c'est juste pour agrémenter tes plats. Donc prêt à mettre sur une salade? Voilà, là, au départ, c'est derrière l'oreille. Et après, on peut la manger. En entier? Allez voir, celle-là, elle est costaud. Ouais. Et celle-ci.
Alors ça c'est bien plus fort alors. Ah oui, après, il y a un goût de menthe, un goût de... Comme le radis, ça. Ah oui, radis noir. Alors, là on a fait de la moutarde maison. C'est des graines de moutarde qu'on a laissé tremper pendant 24 heures. On a des pulvérisateurs. Après on les a écrasés juste ici. Et puis après avec je vais l'ouvrir. D'accord. Avec ce petit batteur à main. Moutarde maison. Exactement. Juste on... Merci. Merci, bonne journée. Vous avez de la moutarde maison. D'accord. Donc vous proposez des petits ateliers sur les 2 jours. Oui, c'est ça. D'accord. Donc là on peut concasser des noix, c'est ça ou enfin, d'huile de noix. D'accord. On les décortique, on les écrase une première fois et ici on les met à la presse pour sortir les. Ok. Donc huile de noix. Alors vous vendez aussi, j'ai vu des confitures, c'est ça? Alors on les vend pas, c'est les confitures des grands-mères de l'équipe. Ah. Et on fait un petit jeu pour goûter on goûte les confitures. Et ceux qui trouvent le goût de la confiture, différents fruits, on a abricots, pêche, etc. Ils gagnent un petit pot de miel. Maison de la nature. On a des ruches à la maison de la nature. Voilà. D'accord. Et donc j'entendais parler aussi d'une soupe de pissenlit. Alors oui, je sais pas comment on la fait la soupe de pissenlit. Donc qui sera faite ici? Oui, on fait plein de petites cuisines en fait. On a appelé ça, c'est pour ça cuisine de jardin. Donc ce matin on a fait la moutarde, donc soupe de pissenlit, je crois que c'est demain, mais je suis pas sûre. Oui. Et on va aussi faire super bon de la crème de châtaigne cet après-midi. Très bien. Alors, les gens vont pouvoir se régaler alors en faisant de belles découvertes. Enfin, je vous raconte les coulisses, si vous voulez, du journalisme. Hein. J'étais un jour dans votre je déjeunais tranquille, c'était jeudi il y a 3 semaines, et tout d'un coup, je vois un tweet disant que Liz Truss, qui faisait sa grande déclaration pour expliquer enfin aux Britanniques comment elle allait les aider avec leur facture d'électricité, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Parce qu'en France, il y a 8 mois que c'était annoncé, les Britanniques attendent et attendaient la nomination de Liz Truss. Tout d'un coup, il passe un papier, et moi j'ai vu un tweet, c'était vers 13h, en quoi Liz Truss, ce débat qu'on attendait depuis 2-3 mois, avec la reprise du Parlement, a été sorti de la Chambre, et j'ai tout de suite compris que c'était la reine. C'est la seule chose qui puisse faire sortir la nouvelle première ministre. Cette déclaration c'est important. Répondre à votre question sur ces questions d'identité, puisque nous sommes tous en quête d'identité, je crois que beaucoup des choses dont nous allons sans doute parler sur l'entente cordiale, parce que nous avons 2 merveilleux exemples en fait avec nos histoires françaises et britanniques de 2 pays qui, à bien des égards, sont exactement les mêmes. Nous avons les mêmes histoires avec nos passés glorieux et nos quêtes d'identité aujourd'hui pour essayer de retrouver ces passés glorieux. Mais quelque part aussi, nous sommes complètement aux antipodes. Alex Taylor, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de donner une conférence pour la SEM à la CCI de Seine-et-Marne. Sur le thème, donc, en fait, c'est du « Je t'aime moi non plus » entre la France et la Grande-Bretagne, c'est cela? Je viens de faire une conférence, effectivement, on m'a demandé, moi je suis quelqu'un d'infiniment européen, mais avec le Brexit, moi qui vis depuis 44 ans en France, avant je me sentais un Européen parmi les Européens. Et ça m'a remis face à mes propres questions d'identité, parce que je suis devenu français en 2017, j'ai fait la demande, je suis devenu français en 2018, j'ai eu la nationalité, tout simplement pour rester ce que je suis profondément, européen. Mais, je veux dire, comme j'étais dans mon pays pour la première fois depuis longtemps pour couvrir le décès de la reine, ça m'a replongé dans mes histoires d'identité d'enfance. Et donc du coup, je suis ce que j'ai toujours été, plongé dans des interrogations sur mon identité entre le fait d'être né en Grande-Bretagne, d'avoir vécu en France, mais de me sentir, et d'ailleurs j'ai aussi vécu à Berlin, de me sentir profondément européen. D'accord. Et là, vous avez brandi avec fierté votre carte d'identité. Ah, je suis plus que fier. Moi, le jour où je suis devenu français, je vais vous montrer, j'étais, voilà. J'étais très fier de devenir français. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir une cérémonie au Panthéon avec les chœurs de l'armée française qui ont chanté la Marseillaise. J'étais très fier de ce pays qui m'a accueilli, où je me suis toujours senti accueilli, même si on me dit chaque jour que j'ai un accent. Personne ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas chez moi ici en tant qu'Européen, même après le Brexit. Donc en fait, on pourrait dire que vous êtes le plus britannique des Français.
je suis le plus européen des Britanniques, je dirais. Très européen parmi les Français. Voilà, c'est comme ça que je me définis comme un Européen. Monsieur Arenschmidt, bonsoir. Bonsoir. Alors nous venons d'assister à une conférence d'Alex Taylor sur les relations franco-britanniques, entre autres. Qu'est-ce que vous avez tiré de ce moment? Une très grande profondeur liée au personnage qui a vécu l'Europe depuis son plus jeune âge, puisque son père était, il nous l'a expliqué, très engagé dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, et son père lui a montré justement, après cette Deuxième Guerre mondiale, lui a montré toute la richesse de l'Europe. Donc vraiment un sentiment très pro-européen. Finalement, Alex Taylor était un vrai Français, il nous a sorti plusieurs fois sa carte d'identité, et il nous a vraiment montré la situation de l'Angleterre aujourd'hui, avec une vision à la fois extérieure et intérieure. Et c'était très intéressant de voir dans cette période finalement de Brexit où vont les blocs et où se situe l'Angleterre par rapport à la fois vis-à-vis de la Commission européenne et vis-à-vis aussi des États-Unis et vis-à-vis du Commonwealth. C'est que finalement cette reine qui vient de disparaître finalement fait une véritable cassure et va peut-être ouvrir de nouvelles opportunités. Et purement au niveau économique, puisque nous sommes ici à la CCI, comment ça se passe avec la Grande-Bretagne? Alors ça se passe, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, parce que finalement le Brexit a vraiment coupé les frontières, et donc le commerce avec l'Angleterre est beaucoup plus compliqué. Donc au niveau économique, on voit une Union européenne qui finalement avance d'une manière très forte. On voit une France aussi qui avance avec quand même un taux d'investissement qui est 3 fois supérieur à celui de l'Angleterre. Donc voilà, donc on voit une énergie. Alors après, reste à savoir si les Anglais vont toujours rester de leur côté ou s'ils vont vouloir de nouveau réintégrer l'Europe d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça sera intéressant à suivre. En tout cas, c'était très profond, des tas de tableaux et d'anecdotes, et donc très riche. Voilà. Une soirée fort agréable où on a appris plein de choses très enrichissantes sur nos relations avec nos frères ennemis anglais, britanniques, et puis surtout un regard très intéressant de façon plus large sur l'Europe et la situation actuelle. Et donc, qu'est-ce que vous retirez exactement de cette soirée, ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a plus marqué, c'est la vision des Britanniques qu'ils ont sur la France et que je ne maîtrisais pas du tout, et notamment l'impact des médias qui est très, très important en Grande-Bretagne et qui a l'air de proposer qu'une seule vision des choses. Et donc voilà, j'ai été vraiment très, très contente d'avoir ce recul maintenant sur l'information qui circule au sein de la Grande-Bretagne. C'est vrai que vous y répondre. C'est ça, c'est mieux ça que si je ne parle pas. Hein, ça, c'est vraiment mal si je ne parle pas. Donc, The Crown, moi personnellement, c'était parce que je suis journaliste et que moi, mon souci de savoir si les choses sont vraies. Donc, quand je regardais quelques extraits, et comme, à part quelques livres qui ont fuité des choses, mais on n'est pas sûr si c'est vrai ou pas, c'est une famille qui garde un peu de secret. C'est tout son pouvoir, c'est de vivre dans une sorte de vie secrète. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, mais comment ils savent ce qui s'est passé? Qui a écrit ça? Comment est-ce qu'ils savent les choses que les uns sont censés inventer aux autres? Et moi, personnellement, je n'ai pas regardé. J'ai regardé un épisode parce que je voulais savoir ce que c'était, parce que tout le monde en parlait. Et je voulais regarder, en fait, l'épisode qui se passe en 1960 et quelques, où la reine est allée, parce que je me souvenais très bien de ça aussi, la reine est allée visiter une école au pays de Galles. C'était des houillères, ouais, j'aurais pas pu passer le test français, des houillères, et ça s'est écrasé sur au pays de Galles, sur une école, tuant 130 enfants. Et la reine a beaucoup hésité à y aller. Elle est allée, genre, une semaine après, mais elle a décidé d'y aller. Elle a pris une grande leçon, c'est ce qu'on sait de la reine, parce qu'elle a dit publiquement après qu'elle a appris qu'il fallait aller plus tôt et qu'il fallait surtout aller soutenir, parce qu'elle hésitait, pour la défendre un peu, à y aller, parce qu'elle ne voulait pas que l'actualité devienne elle et sa visite. Et on a su par la suite qu'elle s'était souvent rendue dans ce village après pour s'enquérir et de savoir comment étaient les gens. Donc j'ai regardé cet épisode parce que c'est un moment qui m'avait marqué. Mais le reste sur Diana, à partir du moment pour moi où on a toujours la question,
est-ce que c'est vrai ou est-ce que là c'est inventé? Comment ils savent que elle a dit ça ou que lui a répondu ça? C'est un peu ce que je disais sur les propos des présidents, mais leur lien avec la reine. Oui, c'est des propos qui sont rapportés par les médias. Est-ce que c'est vraiment ce qui a été dit? La reine, en général, les gens ne rapportent pas. Les discours avec les rencontres avec ses premiers ministres, par exemple, il n'y a rien qui fuite. Parce qu'en même temps, c'est le seul moment où ils peuvent être sûrs que la reine ne va pas fuiter ça dans la presse. Donc, The Crown, vous avez tous regardé The Crown ou pas? Oui. Qui a regardé The Crown? Ah, donc vous voyez, donc c'est tous des gagas devant la monarchie britannique. Mais c'est fou, c'est vrai que c'est fou à quel point.